de cette émission Face à l'actu et d'emblée, bonne fête de fin d'année puisque l'occasion s'y prête. Ce dimanche, nous allons, comme il est de coutume, revenir sur l'actualité de la semaine telle que vue et aperçue par la rédaction de STV sous la plume et l'analyse de l'invité de ce dimanche. Et vous le savez, l'actualité est fortement marquée par la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 que va organiser le Cameroun dès le 9 janvier prochain et ce jusqu'au 6 février 2022. Une compétition qui, comme vous le savez, a largement fait l'actualité, très souvent dans la rubrique faits divers. Et l'un de ces aspects en termes de faits divers a été la construction des infrastructures sportives. Que dire des stades, des hôtels et tout ce qui concerne le jeu. L'un des acteurs premiers de ce volet-là a fait l'amitié de venir ce soir, qui sait peut-être sous fond de bilan, on le sait, parce que Prem Pomotak, dont il est le président directeur général, a obtenu un certain nombre de chantiers de construction des infrastructures et des chantiers qui ont longuement fait l'actualité dans la case faits divers. Le président directeur général, je l'ai dit, Ben Modo, est donc revenu ici à STV ce soir pour qu'on en reparle. Sous fond de bilan, 6 chantiers, 3 presque livrés, 3 pas encore. Quelles ont été les difficultés? Quels sont les contours en réalité de ces infrastructures-là? Ben Modo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Merci infiniment parce que vous avez accepté de partir de Garoua pour venir apporter un peu d'éclairage à nos téléspectateurs. C'est plutôt moi qui vous remercie. D'accord. À quelques semaines de cette compétition, c'est vrai, l'actualité est de plus en plus à l'égaiement. On se rapproche du jeu. La pression autour des infrastructures, la pression autour d'un éventuel nouveau glissement au regard de l'actualité du football européen semble baisser. Vous dites ouf, vous êtes un... Bon, nous sommes prêts, donc le Cameroun est prêt. Ah, d'accord. Et le 9, on lance cette compétition avec beauté. Toutes les infrastructures... Tout ce qui devait être prêt est prêt. On sait que ces dernières semaines, quand même, c'est vrai, au Libé, ça a été la grosse inquiétude, mais on a pu voir la CAF plus d'une fois, le ministre des Sports, revenir sur Garoua, moins que Douala, par exemple, moins que Bafoussa, moins que Libé, mais revenir davantage sur Garoua. Et il y avait en effet quelques soucis, quelques petites inquiétudes, mais tout cela a été levé. Comme je disais d'emblée, on est prêt, c'est la place au jeu et... la CAN va se jouer au Cameroun. En 90 minutes, on va voir tout cela en détail. Les projets que vous avez, j'ai failli dire, hérités, ce que vous avez mené à bien ou pas, et on revient dans les détails. Le temps peut-être pour nous de prendre le premier reportage. Okay. Il s'agit de cette audience accordée par le président de la République au président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fait un déplacement éclair ici au Cameroun, c'était en début de semaine, et au sorti de cette audience, il a dit son sentiment, bref, une confirmation de la tenue de la compétition. Suivez ce reportage, Olivier Bouzke, à Yaoundé. La CAN 2021 se déroulera bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. C'est la principale information à retenir du tête-à-tête de ce jour entre le président de la CAF et Paul Biya. Patrice Motsepe, qui l'avait déjà annoncé durant sa descente au stade Olembe lundi, l'a réitéré au sorti de son audience au Palais de l'Unité pour taire les rumeurs sur l'annulation ou le report de la CAN. I am concerned, as far as CAF is concerned, and I think I must start first by saying I had a very good meeting, very good meeting with the president of Cameroon. The most important thing is his commitment. You will see that yesterday's meeting I was more concerned. Yesterday we were talking about the infrastructure, the facilities. Very good work has been done to make sure that we host an AFCON next year in Cameroon that will make the people of Cameroon proud and that will make the people of Africa proud. Sur la mise à disposition des joueurs et les mesures de prévention contre le coronavirus, le président de l'instance précise. We want our players from Africa
to play in Europe and do well and to play worldwide. But we also want to build African football so that in its own right, it can become a center for global excellence. So we will be engaging with all of the clubs, and we are guided by the rules. We have to follow the rules of FIFA, and it's very, very important because we can't always allow Africa to come at the end. Malgré sa sérénité, plusieurs acteurs du football camerounais restent dubitatifs au regard des enjeux et des pressions extérieures qui peuvent s'expliquer par plusieurs raisons. Ce sont des intérêts financiers, des intérêts strictement financiers, parce qu'on ne voudrait pas que la CAN se joue au même moment que la Coupe du Monde des clubs, parce que les sponsors ne voudraient pas diluer la compétition qu'ils sponsorisent sous une autre compétition. Ça peut aussi être une manière de vouloir régler les comptes à l'État du Cameroun, parce que pour eux, leur candidat, c'était le président sortant, l'ancien président, qui a été battu par Samuel Eto'o. Avant son départ, Patrice Motsepe effectuera d'autres réunions avec les autorités camerounaises pour boucler tous les sujets majeurs, notamment celui concernant les mesures de prévention contre la pandémie du coronavirus durant la compétition. Vous êtes comme tous les Camerounais, ou du moins ceux qui ne sont pas forcément au cœur de cette organisation-là. Vous étiez jusqu'à la dernière minute dubitatif? Non, parce que pour nous, il a toujours été, et le président de la CAF l'a noté tout à l'heure, le problème ici est de pousser vers ce qu'il a appelé Global Excellence. Donc, il faut pousser loin, il faut faire mieux. Donc, si le souci avait été, est-ce qu'on organise simplement une CAN? Cameroun serait prêt depuis longtemps, et le Cameroun est prêt depuis longtemps. Mais le problème ici, la problématique ici n'est pas est-ce qu'on fait juste une CAN comme on a l'habitude de les faire. C'est pas ce qui est en jeu ici. C'est est-ce que nous faisons au Cameroun une compétition d'une excellence globale, une compétition qui tutoierait des choses, des autres compétitions comme la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. C'est de cela dont il est question ici. On va vers la perfection et donc l'inquiétude ici n'est pas est-ce que le pays ne peut pas le faire. L'inquiétude est est-ce que le pays peut le faire comme par exemple la France ou l'Angleterre ou l'Italie organiseraient une Coupe du Monde. Indépendamment de toutes les missions qu'on a pu observer, on se l'a dit tout à l'heure, mission CAF Olembe, mission CAF FIFA Garoua, vous aviez toujours la même conviction que près de la perfection, le Cameroun aurait... Lorsqu'on voit les projets qui ont été engagés par l'État du Cameroun, on comprend très vite qu'il ne s'agissait pas pour l'État du Cameroun. Je le dis parce que j'ai été dans la salle lorsque ces instructions ont été données aux entreprises. Le Cameroun n'était pas dans la logique de on fait un stade ou on fait un hôtel simplement pour organiser une compétition. Il s'agissait, lorsqu'on fait un stade, on fait le meilleur stade possible qu'on peut avoir. Donc la problématique pour nous a toujours été d'aller vers cette excellence-là. Et cela a donné l'impression aux gens que le Cameroun n'était pas prêt. Parce que, tenez-vous tranquille, s'il s'agit de faire un stade de football, vous faites un stade de football basique, vous l'avez terminé en 4, 5, 6 mois, 8 mois, vous l'avez terminé. Mais ce n'est pas de ça dont il était question. C'était, est-ce que nous faisons un stade de classe mondiale? Vous voyez, la problématique devient différente. Il ne s'agit plus simplement de faire un stade ou un hôtel pour la compétition. Il s'agissait de faire quelque chose, un stade, un hôtel de classe mondiale. Pour les constructeurs de la CAN, pour ceux qui ont été à la table, c'est de cela dont il s'agissait. Alors, vous, on l'a dit, vous avez hérité d'un marché de 2 hôtels. Oui. Et je crois 4 stades. 4 stades, oui. À livrer aujourd'hui, pour reprendre. Oui. Alors, à ce jour, de façon globale, avant peut-être de rentrer dans les détails, infrastructure par infrastructure,
Ben Modo, si on vous demande à quel pourcentage, quel taux de réalisation, c'est le terme qui est souvent exprimé ou expliqué, à quel taux de réalisation afficherez-vous vos travaux, vous direz? Bon, on a terminé une majorité de projets. Je vous prends l'exemple de la Benoué, par exemple. Juste pour que l'hôtel Benoué. L'hôtel La Benoué. Commençons par là. Donc, je vous prends l'exemple de cet hôtel. Au départ, pour l'hôtel La Benoué, le travail qui vous a été confié? Le travail était de rénover l'hôtel La Benoué à 90 chambres. D'accord. Sauf que le produit qui est aujourd'hui sur place à Garoua est un hôtel de 108 chambres avec une extension administrative et une autre extension pour des restaurants additionnels pour les équipes qui séjourneront. Donc, nous sommes allés, si on parle du contrat de base sur lequel nous étions partis, le travail il est terminé depuis longtemps. Mais il s'agissait pour l'État du Cameroun de passer d'un cap à un autre. Et les 108 chambres sont livrées aujourd'hui. Donc pour nous, le problème, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les objectifs sont largement dépassés et que nous étions prêts pour cette compétition. Alors, oui, allez-y, excusez-moi. Non, après vous aussi. Alors, la rénovation a consisté en quoi exactement? 90 chambres, 108 chambres, quels sont les travaux qui ont été réalisés, quels sont les délais au départ, quels sont les délais exécutés? Si on parle aussi de chiffres, ce ne serait pas mauvais que le contribuable... Alors, lorsque l'État du Cameroun recrute l'entreprise Prime Potomac pour la rénovation de la Benoué, par exemple, il est question de rénover entièrement l'hôtel Benoué. C'est-à-dire, il n'y avait pas un câble installé avant qui devait rester. Il n'y avait pas un tuyau installé avant qui devait rester. Il n'y avait pas un appareil installé. L'état de décrépitude de cette époque? Bon, écoutez, la Benoué, c'était 50 ans. Donc, l'hôtel a été construit dans les années, à la fin des années 60, donc 68, 69 pour l'inauguration. Et il était question pour l'État du Cameroun de rénover cet hôtel entièrement. Sauf qu'en cours de rénovation, le scope du travail a changé. Il nous a été demandé de plutôt agrandir l'hôtel. Donc, on partait du scope initial qui était 90 chambres et il fallait ajouter toute une aile. Donc, si vous voyez l'hôtel Benoué actuellement, il a la forme d'un U. Avant, c'était 2 bâtiments qui ne communiquaient pas. Il fallait donc ajouter toute une extension à droite lorsque vous entrez dans le site qu'on appelle le bloc D, et puis une autre extension pour permettre la connexion des deux anciens bâtiments. Donc c'est tout ce travail qui a été ajouté et qui a donc pris un peu plus de temps que prévu dans le contrat initial. D'accord. Et en termes de mobilisation de ressources, en termes de personnel? Bon, en termes de ressources, c'est connu que nous avons eu des difficultés financières, c'est connu que ça n'a pas toujours été facile. Nous avons beaucoup souffert financièrement. Et c'est une joie immense, Monsieur Dipita, de se retrouver aujourd'hui avec cet hôtel terminé. Parce que ça n'a pas été facile, mais je dis que ça méritait de passer par là. On se souvient quand même que le personnel, de temps en temps, a fait l'objet de la rubrique fait divers, des grèves par-ci, des grèves par-là. Aujourd'hui, on peut penser que pour ce personnel-là, tout est derrière? Pour la majorité du personnel, nous ne sommes pas entièrement sortis de nos problèmes, puisque, comme je notais, il y a une suite pour 16 autres projets dans le cadre de la CAN. Tout ce qui était exigence CAN, il fallait d'abord se concentrer dessus, terminer tout ce qui était exigence CAN, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous comptons poursuivre normalement. Donc, les problèmes ne sont pas entièrement derrière nous. Nous ne nous attendons pas à ce que les choses soient faciles. Nous pensons que ça continuera d'être difficile, mais nous pensons également que c'est le difficile qui est le chemin.
On revient sur les problèmes tout à l'heure. Après, on va peut-être également évoquer la question des entraînements, mais surtout après le deuxième reportage de cette émission qu'on va ensemble découvrir. Il s'agit évidemment de la présentation finalement du Cameroun, le pays hôte, le pays organisateur, aussi bien sur le plan sportif, mais sur le plan des infrastructures. Que vaut le Cameroun aujourd'hui en Afrique? Que vaut l'organisateur de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Suivez plutôt ce reportage. With 5 African Cup of Nations trophies, 20 appearances, 1 Olympic gold medal, and over 7 World Cup qualifications, the indomitable Lions of Cameroon are truly a force to reckon with in the game of football. The country of Roger Milla, who made her debut in the African Cup of Nations in 1970, will be hosting the tournament for the second time in 2022. The very first was in 1972, where Douala and Yaoundé danced to the tunes of soccer. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Then considered as underdogs, the Lions demonstrated their untamable nature more than a decade after their debut by lifting the AFCON trophy in 1884 in Ivory Coast and 1988 in Algeria against same opponent, the Super Eagles of Nigeria. This country, who was riding on the wings of victory then, stunned the entire world by being the first ever African nation to reach the quarterfinals in the World Cup, keeping powerhouse nations like Argentina, Colombia, Romania at bay. Higuita seems to want to get involved. I do not believe it. He's thrown the chances away now. That's it. 2-0, Roger Milla, and that is always the danger. A brilliant performance in the 2000 Olympic Games and back-to-back win in the AFCON cemented their title as indomitable. Names like Roger Milla, François Omambik, Thomas Kono, Patrick Mboma, Samuel Eto'o, and many others resonate in the hearts and minds of many for flying the green, red, yellow flag high in any competition. Cameroon lifted her fifth trophy in 2017 and is gunning for her sixth in 2022. Their impressive run in these different tournaments is thanks to their strength, resilience, and untamable spirit exercised on the pitch. C'est peut-être peu dire, hein, quand on regarde quand même. Bon, mais la réalité est celle-là, c'est que ceux qui négligent le Cameroun le font à leur risque et péril. Ah d'accord. C'est pas un peu de chauvinisme? Non, mais c'est la réalité. On ne fait pas les choses que ce pays a fait sur la scène mondiale par hasard. Et donc c'est un peu amusant parfois d'entendre les Camerounais parler du Cameroun. Parfois on a l'impression qu'ils ne connaissent pas le pays dans lequel ils vivent et qu'ils ne connaissent pas la grandeur, le caractère extraordinaire du pays Cameroun. Donc c'est comme j'ai dit, vous négligez le Cameroun à vos risques et périls. Pour revenir en un ou deux mots, notamment sur l'hôtel La Benoué, en termes de difficultés, concrètement, qu'est-ce qui vous a le plus fait défaut? Bon, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du scope du travail qui avait changé. Lorsque nous arrivons dans ces projets, personne ne croit en nous. Personne.
Il y en a qui pariaient qu'on ne serait pas là et que rien ne serait livré. D'ailleurs, il s'est dit, on reviendra certainement là-dessus, que vous prenez ces marchés par défaut, Oui, vous êtes simplement l'entreprise celle la moins disante, mais peut-être aussi la moins performante, compétente. Et on disait qu'on ne comprenait pas de quoi nous parlions. Vous parlez des faveurs que vous avez eues. Bon, on parlait de faveurs, mais nous, on avait battu des gens à plat de couture. Vous savez, lorsque vous voulez gagner un contrat, vous faites la meilleure offre. Et nous avions la meilleure offre. Et il n'était que juste de nous donner ces marchés parce que nous étions la meilleure offre. On a pu voir toutes les batailles entre les ministères, marché public, tourisme, Alors, ministère des Sports. lorsque nous arrivons, je me souviens de la première réunion que je fais à Garoua lorsque j'arrive. On partait en terrain, pas conquis, mais c'était... Terrain miné, vous diriez. C'était un terrain miné. Et donc, personne ne croyait que c'était possible. Tout le monde disait, c'est impossible, ça ne va pas se faire. Je me souviens, un ministre de la République s'est exclamé un jour lorsque nous lui disions que nous pouvons faire venir les mâts au Cameroun pour à peu près 160 millions pour 2 stades. Le ministre s'est exclamé publiquement en disant que tel a fait ces mêmes choses pour un montant qui est 12 fois plus, l'autre qui fait pour un montant qui est 8 fois plus. Ça veut dire que vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Mais nous comprenions très bien de quoi nous parlions. Nous comprenions exactement ce que nous voulions faire. Et il y a eu cette passion qui a tout fait pour nous empêcher d'arriver au but. Et je ne vais rien vous cacher si je vous disais que jusqu'à la dernière minute, nous avons eu des actes de sabotage. C'est-à-dire, vous êtes sur le site, vous avez terminé tous vos tests, les systèmes marchent, vous allez vous coucher, vous revenez demain matin, vous trouvez des tuyaux sciés, coupés, vous trouvez des fils électriques coupés. C'est qu'il y avait des personnes, et je pense qu'il y en a encore, qui semblaient n'avoir aucun intérêt à ce que Prime Potomac réussisse à Garoua. Mais Dieu merci, c'est fait maintenant. Avez-vous identifié qui c'est peut-être vos pourfendeurs, si je peux le dire comme ça? Nous n'avions pas vos saboteurs. Nous n'avions pas besoin de le faire. Vous savez, lorsque vous êtes en guerre, il y a des choses que vous ne cherchez pas à comprendre. Pour nous, il était question d'arriver à la fin. Il était question pour nous de rester concentrés. On tirait sur nous de toutes parts. Je vous dis, le nombre de batailles, le nombre de coups bas par lesquels il a fallu passer, c'était extraordinaire. Mais je remercie Dieu pour ça. Avez-vous, je veux dire, tout le soutien des autorités, peut-être locales, mais au-delà aussi, avez-vous le sentiment que tout au moins, ceux qui vous ont confié ce marché, je présume en toute confiance, ont maintenu cette confiance jusqu'à la fin? Vous me demandez si nous avons eu ce sentiment? Pas toujours. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on parle d'une entreprise tout le temps et qu'on dit des choses bizarres sur une entreprise, la majorité de ces choses n'est pas vraie, mais vous ne le savez pas. Puisque c'est le Camerounais lambda, quand il entend la radio, mais ces gens, ils ne peuvent pas faire, ils ne savent pas faire, on dit n'importe quoi. La tendance est que vous vous mettiez à douter de cela. Je vais vous faire une confidence. Le travail extra qui nous a été donné, jusqu'au moment où je vous parle, nous attendons toujours la signature des avenants qui explique financièrement ce travail additionnel. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de faire un travail en plus, sans vous payer, sans nous changer le contrat. D'accord. L'idée ici était qu'on fuit, qu'on laisse, c'est-à-dire parce que quand il aura cette nouvelle charge, oui, il va regarder ses potents, voilà. Et ils ne peuvent pas faire, mais c'était là le défi.
Nous savions que nous n'avions pas droit de nous plaindre. Donc, pour nous, vous ajoutez un travail, comme on attend qu'on baisse les bras et qu'on parte, puisque l'argent ne suit pas, évidemment, il y a des choix qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qui coince sur les avenants en ce moment? La signature? Bon, ben, il faut les signer. C'est dans les tiroirs de l'administration. il faut les signer. Nous avons à peu près 5 milliards d'avenants. Ah, d'accord. Donc, imaginez ce que cela peut faire à une entreprise. Imaginez que vous ajoutiez du travail à une entreprise. Et cette entreprise s'endette pour faire ce travail. Et les fournisseurs de ces entreprises, ce sont la majorité, les Camerounais, qui ont des familles, qui comptent sur cette entreprise. Et vous refusez ou vous prenez tout votre temps pour signer un certain nombre d'avenants. On a pensé à un moment que c'était à nous qu'on faisait du mal, mais la réalité est que, en nous faisant du mal, on faisait également du mal à ces Camerounais qui nous ont servi. J'ai vu des fournisseurs, des employés avec une passion, une dévotion qui est difficilement trouvable. Alors, ces gens, au moment de faire le paiement, mais nous n'avions pas toujours ces possibilités et ça fait mal. Ça fait mal. Et quand on sait que tout cela peut être résolu si ceux qui doivent signer signe pour que enfin tout le monde soit payé et qu'on n'arrive pas à le faire, confidence pour confidence. Je vous sais méticuleux dans la recherche. À quel niveau précisément coince la signature des avenants? Bon, je n'irai pas, à ce niveau. Ministère des Finances, Ministère des Marchés Publics. Ceux qui doivent signer nos avenants doivent les signer. D'accord. Donc ceux-là se reconnaissent. Nous avons besoin j'ai envie de vous demander. Et nous avons besoin de régler nos fournisseurs, nous avons besoin de régler nos employés, nous avons besoin de ces avenants. Il faut nous signer ces avenants. On n'est pas en train de parler de 5 millions ici, on parle de 5 milliards de francs CFA. Vous comprenez un peu. Imaginez ce que cela peut faire à une entreprise. Une entreprise qui se retrouve en train de faire un travail. Vous n'avez pas idée du degré. C'est justement cela. Et c'est pour ça que nous disons qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Vous voyez? Parce que pour nous, nous avons compris que, arrêter n'était pas une option, il fallait terminer. Ça, c'était acquis. 2, nous avons cherché des coalitions au niveau des fournisseurs. Nous avons parlé à des personnes qui pouvaient adhérer à notre manière de faire. Nous avons pris des crédits matériels. Nous avons travaillé avec des gens qui nous ont donné de leur expertise parce qu'il était important d'arriver au but. Et vous avez certainement dû entendre parler de ces fournisseurs, de ces ouvriers qui réclamaient leur dû et qui... une partie a été réglée, mais il faut régler l'autre partie. Mais c'était la capacité de garder tout le monde ensemble. Et je pense que l'une des fiertés que je peux avoir aujourd'hui est d'avoir réussi à livrer avec moins, beaucoup plus que cela, et je le dois, nous le devons en grande partie à ces fournisseurs, à ces employés qui se sont sacrifiés pour que le résultat soit là aujourd'hui. D'accord. Évoquons donc les autres, du moins les stades, déjà prêts, déjà livrés. On va refaire le même schéma qu'avec l'hôtel. Au départ, quel est le travail qui vous est confié? Et en termes de réalisation, comment ça se déroule? Où en est-on aujourd'hui à la livraison? Donc, c'est une situation similaire au niveau des stades. Nous avons livré un peu plus que nécessaire. Il y avait notre contrat au niveau des stades parlait de 1000 places.
stade de 1000 places. On a des stades où nous avons livré ici 1100, ici 1230, 1240, qui étaient des exigences additionnelles parce qu'à ce niveau-là, il fallait faire et puis réclamer après. C'était dans le contrat? Notre contrat, il parle de 1000 places. D'accord. Vous voyez le stade Kampoum-Poumré, le stade municipal Poum-Poumré parle de 2000 places, mais nous avons construit 2375 places. Donc, si vous voyez le ratio, nous sommes au-delà des 15% en plus. C'est un peu cela. Les problèmes que vous voyez à la Bénoué sont un peu généralisés. À l'hôtel des sports, par exemple, l'hôtel 100 chambres était un hôtel de 100 chambres, 5 paliers, donc 5 niveaux. D'accord. Nous nous sommes retrouvés en train de faire 116 chambres et 7 paliers. Et vous savez, chaque fois que vous allez en hauteur, les fondations doivent être boostées et cela. Donc, à cet hôtel qui, lui, n'a pas encore été livré, nous sommes au 7e palier. Là-bas, puisqu'il y a des sous-sols, puis... on y revient tout à l'heure pour les infrastructures qui ne concernent pas la CAN. Là, on parlait encore des infrastructures qui concernent la CAN. Il s'agit de 2 stades d'entraînement que vous avez livrés. Oui. Et l'hôtel La Bénoué. D'accord. Alors, vous avez les gradins, vous avez l'aire de jeu. Oui, vous avez... ce sont des stades complets. Nous avons des boutiques. Okay. Nous avons, parce que c'était la beauté du projet était qu'on ne voulait pas construire une infrastructure qui ne vivrait que les jours de match. Donc on a créé un cadre de vie. On a créé un cadre de vie. Et donc, ce sont des stades pleins. Sauf qu'ils sont de petite capacité. En réalité, quand on dit que ce sont les projets pour la CAN, je pense que c'est une mauvaise catégorisation de ces projets. Je pense que lorsqu'on fait quelque chose pour la CAN, on ne le fait pas comme le Cameroun l'a fait. Moi, je pense plutôt que ici, le gouvernement, et ce que je dis n'engage que moi, je pense que le président de la République, le gouvernement camerounais, a utilisé la CAN comme un prétexte pour développer les infrastructures sportives au Cameroun. Parce que lorsqu'on regarde l'investissement qui a été fait, écoutez, mais c'est beaucoup plus que la CAN. Donc, ça doit être un prétexte pour dire, bon, utilisons la CAN pour définitivement développer. Donc, gradin, aire de jeu, piste d'athlétisme. Piste hippique. Hippique, voilà, ok. Sur l'un des stades. Magasin incorporé. Magasin incorporé, infirmerie, salle de réunion, bureau, boutique, restaurant, dans un stade d'entraînement. Vous voyez un peu, ce n'est plus un stade d'entraînement et c'est évident que le projet va au-delà. L'État est allé au-delà de ce qui était requis. Prenons le 3e reportage de cette émission. D'ailleurs, on parle d'infrastructure et on va essayer avec Makeda Ledinyotom d'en avoir un aperçu. Il s'agit effectivement d'un reportage qui essaie de nous mettre le tableau, pas que des infrastructures sportives, mais aussi, vous savez, la CAN, c'est le sanitaire. La CAN, ce sont les routes. On découvre tout cela derrière. Après 50 ans, le Cameroun abrite pour la 2e fois de son histoire la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 9 janvier au 6 février 2022. Ce tournoi qui regroupe 24 pays va se dérouler dans 5 villes, Yaoundé, Douala, Limbé, Bafoussam et Garoua. Pour relever le défi de l'organisation, l'État du Cameroun a misé sur des infrastructures modernes, non seulement en réhabilitant certains stades, mais en construisant d'autres. C'est par exemple le cas à Olembe, près de Yaoundé dans le centre, où est situé un complexe éponyme. Le stade de football à lui seul, une fois achevé, aura une capacité de 60 000 places, une pelouse en gazon naturel, une piste d'athlétisme
et des stades annexes. À Douala, le stade de football du complexe sportif de Japoma, doté d'une capacité de 50 000 places, fait la fierté du pays organisateur de la CAN 2021. À Garoua, le stade Omnisport Houndé Adja a fait peau neuve pour accueillir la plus belle et la plus grande des compétitions africaines. Outre ces infrastructures sportives, le Cameroun a également dû remettre certaines de ses infrastructures hôtelières à jour. 37 hôtels au total sont retenus dans le cadre de l'organisation de cette compétition. Le plan sanitaire n'est pas en reste. Sur ce point, le Cameroun lève le niveau, non seulement en renforçant la capacité des hôpitaux retenus par des ambulances médicalisées, mais aussi en dotant ces hôpitaux de plateaux techniques appropriés. Ceci dans la perspective d'une prise en charge efficace des éventuels cas d'urgence. Ben Modo, une réaction de façon globale? Bon, mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure, que le Cameroun a simplement utilisé la CAN comme un prétexte de développement. On ne construit pas le type d'infrastructure que le Cameroun a construit. Vous nous verrez organisateur de la Coupe du Monde? Bon, mais je pense que c'est le but. Parce que lorsque vous regardez ce qui a été fait, comment ça a été fait, où ça a été fait, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait dans quelques mois ou quelques années une deuxième vague pour essayer d'organiser à terme une compétition comme la Coupe du Monde. Alors, vous êtes prêt sur les exigences CAN, c'est-à-dire il vous fallait les 2 stades d'entraînement qui, oui, vous le dites, sont terminés, sont achevés, et vous fallait l'hôtel La Benoît qui... tout cela vous a coûté combien? Bon, en ce qui concerne l'entreprise que je dirige, notre contrat au niveau de l'hôtel Benoît, le contrat initial était de 4 milliards et demi environ. Évidemment, il faut des avenants. Il y a des avenants parce que le scope a changé. Au niveau du grand hôtel des sports, grand hôtel 100 chambres, désormais 116 chambres. Avant le grand hôtel, avec les avenants, ça vous fait combien? Avec les avenants, on sera à la Benoît autour de 6 milliards 7. D'accord. Avec l'hôtel des sports, on sera... Bref, si vous prenez l'enveloppe de 26 milliards, à laquelle vous ajoutez 5 milliards, on se retrouvera autour de 31 milliards en tout. Alors, comment vous avez financé tout cela? J'ai noté tout à l'heure qu'il y a du travail, du sang des entreprises camerounaises dans cela. Des fournisseurs. Il y a des fournisseurs camerounais, je veux le noter, des hommes et des femmes du Cameroun qui ont cru en ce que nous faisions et qui s'y sont mis et donc ont permis que nous avancions. L'État du Cameroun, évidemment, a fait le maximum qui pouvait être fait. Et je le remercie d'ailleurs, parce que je pense que l'État du Cameroun, dans ses projets, dans nos projets, et parlant à d'autres chefs d'entreprise de la CAN, je pense que l'État du Cameroun est allé au-delà parfois de ce qu'il fallait faire, parce qu'il ne faut pas oublier que nous parlons d'un pays qui lutte de guerre, et donc qui est en crise financière. Les cours des marchés des matières premières à l'international ne donnent pas comme ça devrait donner. C'est de ce pays dont on parle, qui décide de faire les choses en grand. Parce que le Cameroun, étant un grand pays, a décidé de faire les choses en grand. C'est de ce pays dont on parle. Parce que parfois, lorsque on parle de pression financière, nous comprenons que le pays a des pressions financières qui s'expliquent par la situation présente. Ça n'a pas été facile. Donc je voudrais remercier l'État du Cameroun qui est le principal financier de ces projets, et remercier également nos fournisseurs, nos employés, qui ne sont peut-être pas toujours
totalement payés, mais qui ont mis du leur dans ces projets. Mais est-ce qu'il n'y a pas comme un discours aux antipodes? D'un côté, vous interpellez grandement ceux qui doivent signer les avenants, de l'autre, vous remerciez l'État du Cameroun. Ce sont des personnes morales ou physiques différentes. Vous savez, une fois, un homme sage m'a dit, il y avait une sorte de plainte, quelqu'un se plaignait d'un chrétien. D'accord. Et le plaignant ne comprenait pas que ce soit le chrétien qui lui ait fait ça. Et l'homme sage qui était à côté a dit, est-ce que tu connais le problème de ce monsieur? J'ai dit, bon, il est fâché que quelqu'un qui s'appelle du nom de Dieu lui ait fait une telle chose. Et le monsieur m'a dit, il faut distinguer, il faut faire la différence entre ce qu'un homme peut vous faire, même si cet homme est chrétien, et ce que Dieu peut vous faire. Il faut toujours faire cette différence. Et ici, je voudrais prendre cette leçon et la mettre dans le contexte de mon travail et dire qu'il faut faire la différence entre ce que l'État peut vous faire et ce que un fonctionnaire ou un homme avec pouvoir de signature quelque part peut vous faire. C'est deux choses différentes. Sur ce cas, avez-vous le sentiment d'être une cible particulière, une cible précise, je veux dire, plus que d'autres? On voit ce qu'est devenu le stade Olembe, du report des avenants, de l'argent qu'on attend, bref, ça a tiraillé. On a vu le stade Bapelepe, le stade de Bonamoussadi, bref, on voit Bafoussam. Est-ce que vous avez le sentiment que vous, là, vous étiez plus la cible que d'autres personnes qui ont reçu ces marchés? Oui, moi, il ne fait pas de doute pour moi que par moment, pas que je me plaigne, mais je dis que par moment, la haine a été quand même une haine avec passion. Vous voyez que on a tiré sur nous un peu plus qu'il n'en fallait. Bon, comme j'ai dit, je ne me plains pas. D'accord. Je pense que ceux qui ont tiré sur nous, il y a un groupe qui le faisait de manière sincère, parce que peut-être ne comprenait pas les enjeux ou ne comprenait même pas la situation. Mais il y en a qui l'ont fait avec un dessein qui n'était pas bien. Et qui ont donc nous ont choisis comme cible. Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, les gens ont pensé qu'il y avait à Garoua ce qu'ils ont appelé le maillon faible. Et que si on acculait l'entreprise Prime Potomac et son promoteur, quelque chose craquerait à Garoua. Nous avons compris cela. Nous avons compris cela, où nous avons été obligés de négocier des simples signatures. Vous voyez, quelqu'un doit signer quelque chose. Négocier, c'est-à-dire il refuse de le faire. D'accord. Nous avons eu des cas où quelqu'un nous dit il ne signe pas le décompte. Et rien ne s'est passé. Il ne signe pas. 5-6 mois passent, il ne signe pas. Et la vie a continué. Vous voyez un peu. Et nous avons eu l'impression que nous avons également souffert j'ai pensé à un moment. D'accord. Vous savez, une fois on me dit, on veut des Blancs. Vous avez dit que vous êtes une société américaine, bon, mais où sont les Blancs? Vous voyez un peu. Alors, moi, j'ai été choqué. C'est quelque chose qui m'a marqué et que je crois me marquera toujours. Parce que je suis noir, j'ai pensé, et ça je vous le dis très sincèrement, à un moment donné, j'ai pensé que j'ai souffert dans ces projets parce que je venais du Cameroun. Parce que s'il y avait eu devant eux un Américain de couleur blanche, il y a des choses qui ne se seraient pas dites, il y aurait une autre considération. Exactement. Il y aurait une considération totalement différente. J'en ai souffert
vraiment de comprendre. Je me suis demandé parfois, mais est-ce que ces gens savent que l'homme le plus puissant de cette terre a une fois été Barack Obama, par exemple, un homme noir. Pourquoi il y a tant il y en avait qui, simplement parce que vous avez... Et ça, ce n'est pas un jugement contre l'autre. Moi, j'ai pensé que c'était un jugement contre les personnes qui le faisaient. Parce que croire que c'est parce que l'autre a une autre couleur, et c'est la raison pour laquelle il peut faire ça, ça veut dire que vous-même ne croyez pas que vous pouvez être une solution quelque part. Et je dis que, de manière globale, mon expérience au Cameroun a souffert sur ces points. Le deuxième point, et je vais être candide avec vous, c'est que j'ai eu comme l'impression que je n'avais pas été totalement accepté par une partie de la population. Parce que, pas de la population, mais des acteurs. D'accord, c'est-à-dire je dis, il y a une certaine élite au nord du Cameroun qui a essayé d'instrumentaliser la population du Nord Cameroun pour essayer de dire que, bon, pourquoi on ne pouvait pas trouver... avez-vous le sentiment, ou alors vous êtes-il revenu, ou avez-vous l'impression à un moment donné que les gens se comportaient comme si vous aviez pris la place de quelqu'un d'autre? J'ai eu cette impression, et je pense que j'ai toujours cette impression. J'ai eu comme l'impression en venant, et tout le temps que j'ai passé dans ces projets, j'ai eu comme l'impression que certaines personnes pensent, parce que ces personnes continuent de penser cela, que j'étais là à la place de quelqu'un d'autre, que ça aurait dû être quelqu'un d'autre, et par conséquent, bon, moi étant là, je ne devrais pas être là. C'est embêtant. C'est embêtant lorsque vous faites autant de temps dans des problèmes. Monsieur Dibita, il y a eu des problèmes que je n'ai pas compris, que je ne comprends toujours pas. Vous voyez, qu'on décide dans un projet d'urgence de créer des blocages qui empêchent à ces projets d'être livrés, c'est un souci. Qu'on le fasse parce qu'on est contre une personne, bon, on peut peut-être comprendre cela, mais qu'on le fasse contre l'intérêt national, je pense qu'il y a un souci. Et n'eût été une certaine organisation mise par la tête de l'État, je pense qu'on ne serait pas là, parce qu'il faut le dire. Que ce soit à Garoua, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, nous sommes là où nous sommes parce qu'il y a eu un commando désigné par le président de la République, la task force, qui a fait un travail exceptionnel. Moi, je n'ai pas toujours été d'accord avec certaines des décisions prises, mais à la fin, lorsqu'on regarde, on comprend quand même que ces décisions étaient des décisions qui devaient être prises. Parce que raison leur a été donnée, et je leur tire un coup de chapeau de cela. Et je l'ai dit avant, je veux le redire ici, que pour moi, je pense que si le Cameroun va se développer de manière sereine, il est important que le modèle de construction, le modèle de gestion des infrastructures de la CAN soit répété, mais qu'il soit changé un tout petit peu. C'est-à-dire que la task force avait l'autorité de descendre sur des sites et de faire des choses aux entreprises.
Le souci ici a été que cette task force n'avait pas le pouvoir financier. Vous voyez, c'est-à-dire on vous donne l'autorisation, on vous donne le pouvoir de changer quelque chose, prenez cette bouteille, posez-la là-bas. Vous avez ce pouvoir. Bon, mais quand il vient le temps de payer l'addition, vous n'avez pas ce pouvoir et il faut prendre ce pouvoir quelque part ailleurs. Ça explique à plus de 70-80% les petits retards qu'il y a eu. Si je résume un peu votre... au niveau de ma compréhension, hein. Allez-y. Pardonnez-moi si elle n'est pas grande. Alors, tout se passe bien avec la task force qui fait des réaménagements et tout, le projet. Au finish, le projet il est beau. Donc au niveau de la task force, ça se passe bien, mais au niveau du ministère des Finances, ça coince. En d'autres termes. Bon, en français facile, c'est ce que nous disons. Donc c'est le ministère des Finances qui est un peu le caillou. Non, je ne parlerai pas du ministère des Finances comme étant le caillou. Vous voyez un peu. Je dirais que le ministère des Finances a d'autres priorités. Okay. Il y a la guerre à payer. Absolument. Il y a des fonctionnaires à payer. Le Covid et tout le reste. Il y a le Covid qui a frappé. Donc, le ministère des Finances a ses priorités. Mais la CAN, puisque task force, la CAN aussi était l'une des priorités. Exactement. Je pense même que sur ces deux dernières années. Moi, je pense que ce qui aurait dû être, au vu de l'expérience dans ces projets, je pense que ceux qui... On aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus effectif en investissant d'une autorité financière la task force qui était chargée de livrer. Bon, il faut lui tirer un coup de chapeau parce que c'est livré, c'est fait. Mais s'il fallait reprendre... Il fallait donc en réalité, il n'y avait pas forcément une vision identique entre l'ordonnateur et le payeur. Le donneur d'ordre, je veux dire, du projet et le payeur du projet. Et ça explique pour beaucoup. Je vous prends un exemple. Okay. Il faut quelque chose au stade de l'Olembe, par exemple. C'est urgent, tout le monde sait que c'est urgent, la task force sait que c'est urgent, il faut le faire, la task force dit, il faut le faire. Sauf que, à la fin de la journée, celui qui paye pour ça n'est pas la task force. Vous comprenez un peu? Donc, la task force a beau être pressée, inquiète ou poussée de tout ce qu'elle peut pousser, à la fin de la journée, bon, donc, en d'autres termes, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les blocages sont davantage structurels qu'individuels. Et ça, c'est la clé. Je pense que vous l'avez dit comme il fallait le dire. Parce que, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si le Cameroun va se développer, il faut trouver le moyen de reprendre cette expérience, mais en donnant une certaine autonomie financière à ceux qui sont chargés de produire les résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je pense que si c'est répété, je pense qu'il n'y a pas de projet qui ne pourrait être livré au Cameroun. Je pense que le Cameroun a trouvé sa formule de développement, mais il faut simplement ajouter ce petit point-là, de sorte que tout se fasse en guichet vraiment unique, que ceux qui ont la charge de livrer aient également le pouvoir de le faire, parce que nous avons beaucoup souffert de cela. Nous avons beaucoup souffert de cela, à Garoua, oui, à Yaoundé également, à Douala également. Et le Camerounais lambda qui regarde cela se pose la question. Et les Ben Modo, ils bouffent l'argent. Bon, ils bouffent l'argent. On leur donne les travaux alors que ça n'avance pas. Et même pas Ben Modo, quelqu'un peut se dire, mais pourquoi ça n'avance pas à tel endroit? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas à tel endroit? Il y a ces petites subtilités qui ne sont pas toujours comprises, que, bon... il y a un système de caisse unique qui fait en sorte que tout soit centralisé à un endroit. Et donc, parfois, les besoins d'Olembe ou de Garoua ne peuvent pas être plus urgents que le plus urgent. Alors, le Cameroun avait déjà organisé une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1972, 72-2022, ça va quand même faire 50 ans. 50 ans plus tard, dans le reportage qui va suivre, on a essayé de faire une forme de parallèle, de palier, entre 72 et le contexte d'aujourd'hui. Suivez ce reportage.
Despite the difficulties encountered while setting up infrastructures to host the African Cup of Nations, Cameroon has lived up to expectation. En fait, c'était une carte pour nous à cette époque-là qui était très réussie. Malheureusement, nous sommes tombés en demi-finale. Par rapport à cette époque, c'était vraiment bien. Mais the competition in 1972 was well organized, but unfortunately we didn't make it past the quarterfinals. It's true we can't compare both periods, but with this year's competition, we can see the great efforts and advancement. La préparation de cette carte-ci, de 2021, là, au Cameroun, est une préparation extraordinaire, un peu fabuleuse parce qu'il y a eu des hauts, des bas, des reports et tout cela. Having been part of the indomitable Lion squad in 1972, Timothée Makongo believes the present team is no less ready for this challenge. Bon, je dois dire que notre équipe, elle était un peu... Our team was doing great 2-3 years ago, but I believe they have been consistent lately. We have the tendency of criticizing, but it's worthy of note that our team is reassuring. Mais en réalité, je trouve que notre équipe fait des pas rassurants. However, in order to outdo the record, the coach and technical team need to give a chance to all the skillful players. Il y a beaucoup de joueurs camerounais, mais We have great players from Cameroon playing in Europe leagues, but they aren't called. The choice of players called up are not always the best, and so not a good choice for our team. From Douala and Yaoundé in 1972, Boyan Limbe, Bafoussam Garoua will leave this continental competition come January. Alors, Ben Modo, aujourd'hui donc, il vous reste un hôtel et 2 stades qui ne rentrent pas forcément dans le cahier des charges de la CAN. Pour la CAN, vous êtes OK maintenant. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait problème avec les autres infrastructures? Pourquoi est-ce que peut-être le besoin n'était pas pressant, mais je veux dire, qu'est-ce qui a traîné? Bon, mais je pense que la question centrale, c'est qu'il faut commencer par nous signer ces avenants. Donc, nous avons couru aussi vite qu'on pouvait courir. Nous avons demandé des sacrifices à nos fournisseurs, à nos collaborateurs. Et chacun a fait un peu plus qu'il ne pouvait faire. Donc, nous pensons qu'il est important de régulariser cette situation. Il est important que nos avenants soient signés. Comme je notais tout à l'heure, 5 milliards, ce n'est pas 5 000 ou 5 millions. Il est important que ce soit signé. Lorsque ces avenants sont signés, la situation devient beaucoup plus simple. Ça veut dire que désormais, nous pouvons utiliser ces crédits pour obtenir des avances, même si les paiements sont en retard. Donc, cela se traduit, lorsque je dis 5 milliards, c'est que si nos avenants étaient signés aujourd'hui, l'entreprise Prime Potomac serait en droit de facturer une somme additionnelle de plus de 3 milliards 200. Au-delà des 5 milliards, ça veut dire qu'il faut un avenant. C'est-à-dire qu'un travail a été fait. Je prends l'exemple de la Bénoué. Oui. Le travail a été fait, il est là, tout le monde le voit, il est livré. Sauf que vous ne pouvez pas le facturer parce que vous avez besoin d'un avenant. Vous avez besoin qu'on change le montant de votre contrat de montant X à un montant Y. Correspondant à la charge des travaux. Et une fois que vous avez cet avenant signé, alors tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir une facturation qui correspond au niveau des travaux et vous êtes payé et les travaux peuvent continuer normalement. Donc, la signature de ces avenants est primordiale. Il faut signer ces avenants et cela va résoudre les problèmes que nous avons beaucoup plus calmement. Alors, les travaux, je veux dire, les autres infrastructures qui ne sont pas encore entamées, je présume, en quoi consistent-elles en termes de travaux? Donc, je parlais tout à l'heure de l'hôtel de 100 chambres à Garoua. Je pense qu'il sera l'un des plus beaux au Cameroun, en Afrique, parce que
nous n'avons pas fait avec la Bénoué ce que nous avions en tête. Parce que, vous savez, lorsque vous recevez de l'argent un mois avant une échéance, vous êtes obligé de vous adapter aux conditions. Et finalement, vous donnez un produit qui n'est pas à 100% ce que vous aviez pensé. Nous pensons que nous aurons ce temps à l'hôtel sans chambre. Et donc, là, nous allons sortir un édifice à 7 paliers qui sera certainement un hôtel qui fera la fierté du Grand Nord et du Cameroun en tout. Donc l'hôtel aura 116 chambres, une piscine olympique et des facilities, des services d'un hôtel 5 étoiles que nous faisons. Je veux dire, puis, oui, allez-y. Les 2 autres stades, le stade Pompumré, 2375 places, avec piste typique, et puis le stade de Rairé, qui aura, lui, 1100, je pense, 1150 places. Qu'est-ce qui fonde votre conviction de ce que vous serez payé? Je veux dire, vous avez toutes les difficultés du monde, vous le dites. Vous avez à livrer ce qui concerne la CAN. On sait que la dette publique, notamment la dette interne de l'État, bon, c'est pas toujours... Moi, je fais confiance à l'État du Cameroun. D'accord. Parce que si je ne fais pas confiance à l'État du Cameroun, je ne signe pas un contrat avec l'État du Cameroun. Donc, nous avons choisi d'être partenaires de l'État du Cameroun. Nous croyons en l'État du Cameroun, nous faisons confiance à l'État du Cameroun et nous sommes prêts à accompagner l'État du Cameroun dans n'importe quel autre projet qui se présenterait. Parce que, en réalité, nous sommes là parce que nous pensons que nous faisons partie de la solution. Je vous prends un exemple. Dans ces projets, j'ai eu l'opportunité de comprendre pourquoi le coût de certains projets au Cameroun est élevé. Ah, je voulais justement qu'on y arrive. Vous savez, on a parlé du camion de sable à des centaines de millions. Vous savez, avant... Du sac de ciment à 16 000 francs, si vous ne passez pas par une certaine expérience dans ces projets, vous regarderez un projet et puis vous vous direz, bon, voilà, ces gens, ils prennent de l'argent, ils en font n'importe quoi. Mais l'expérience que j'ai eue dans ces projets m'a permis de comprendre pourquoi on peut aller du simple au double dans un projet sans que ce soit une corruption ou quelque chose d'autre, mais que ce soit, comme vous avez noté tout à l'heure, vraiment structurel, la manière de faire, et puis aussi un problème. Essayez de nous expliquer tout cela. Je vous prends comment le sac de ciment part de 6 500, 5 500, je connais plus le bon prix, à plus de 16 17 000 francs. Bon, ça, je ne peux pas parler de ce cas particulier, mais je peux vous parler d'un cas qui me concerne. D'accord. Donc, je vous prends un exemple. Nous devons produire de l'eau chaude. Oui. Dans des chambres pour un de nos projets. Et dans le design qui est fait, qui nous est exigé par la mission de contrôle, qui est le représentant de l'État, ce design exige un système avec des bonbons anciens, ces gros chauffe-eau qui vont donc chauffer de l'eau, tout un réseau de tuyauterie à installer pour avoir cette eau, des pompes circulaires à installer pour garder la bonne pression. Vous vous retrouvez avec un coût. Alors que si ceux qui étaient chargés de nous contrôler avaient été au fait de la technologie nouvelle, ces personnes auraient aisément compris que le mécanisme a dépassé. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce type de système qui coûte 4-5 fois plus, mais qu'il y a aujourd'hui un système de chauffe-eau instantané. Et là, l'illustration que vous faites ne donne pas d'indication. Non, ce que je veux dire en réalité, c'est que en utilisant des chauffe-eau instantanés, par exemple,
vous ne dépensez plus en réseau de tuyauterie. Absolument. Vous ne dépensez plus dans ces grosses bonbonnes. Vous vous retrouvez avec un coût du projet qui est X, alors que si vous aviez utilisé la méthode qui nous a été exigée, vous seriez peut-être à 2 ou 3X. D'accord. Donc, rien que cela, rien que cet exemple que je viens de mentionner nous a coûté des dizaines et des dizaines de millions. C'est pour ça que c'est important que les techniciens camerounais acceptent de continuer d'apprendre. C'est important. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce que nous appelons continuing education. Ce n'est pas parce que vous avez eu un diplôme que l'école est terminée pour vous. La formation continue. Il faut rester au fait de la technologie. Il faut rester au fait de cette technologie. On a eu cet autre souci avec une autre mission de contrôle qui exigeait des extracteurs à 2 volets. Il fallait créer des trous sur la porte. Il fallait... Vous avez un système vraiment ancien, alors qu'il y a une nouvelle technologie qui coûte moins cher et qui pourrait permettre de baisser le coût de ce projet. Et cela peut être résolu si les organismes qui sont responsables d'une certaine régulation imposent le continuing education aux techniciens pour que l'apprentissage soit continu. C'est pas parce qu'on faisait quelque chose d'une certaine manière il y a 30 ans qu'en 2021, on fait la même chose. Il faut s'adapter à la technologie, intégrer cette technologie. Exactement. Donc, et ça explique une partie de coûts, une augmentation de coûts qui peut bénéficier à l'État du Cameroun si des exigences sont faites à un certain niveau. Revenons au jeu. Et vous le savez très certainement, dès le passage, ou du moins après le passage et la confirmation de la tenue de la CAN à Yaoundé, le passage du président de la CAF, les sélectionneurs des différentes équipes nationales se sont donc mis au pas en publiant la liste des joueurs définitivement sélectionnés pour la compétition du 9 janvier prochain. Et le Cameroun, évidemment à travers Conceição, son entraîneur sélectionneur national, a fait pareil. La loi de la FIFA dit désormais 23 joueurs plus 5, compte tenu des cas Covid. Donc la liste des 28 joueurs camerounais sont désormais connus. Je vous prie de la découvrir derrière ce reportage. Du 9 janvier au 6 février 2022, le Cameroun accueille la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour faire face à ses adversaires, la Fédération camerounaise de football a rendu public le 22 décembre 2021 la liste des 28 joueurs retenus par le sélectionneur Antonio Conceição. Parmi ceux-ci, l'on note le retour de Jay Clinton après sa longue absence au sein de la tanière. Vous êtes peut-être un spécialiste des BTP. Je ne sais pas si vous connaissez le foot dans le terme du jeu. En tant que supporter, je regarde comme la majorité de... Alors, cette liste, ces joueurs, je veux dire, le tout n'est pas d'avoir de belles infrastructures, le tout n'est pas de l'organiser. Le pays organisateur veut évidemment garder le trophée. Bon, je ne connais peut-être pas dans le détail les joueurs. D'accord. Mais bon, je fais confiance à l'esprit Cameroun, parce qu'avant tout, c'est de ça dont il est question. Le fighting spirit. Oui, le fighting spirit, le team spirit que les Camerounais ont souvent démontré. Je pense qu'on a là de quoi être satisfait. Surtout que si nous retrouvons dans cette liste, et je pense que la liste a certains de ces joueurs qui ont joué les récents matchs, moi j'ai regardé ces matchs, je pense que cette équipe a de quoi remporter cette compétition. Je ne sais pas si on vous aura à nouveau, j'ai pris que ce soit le cas, avant le début de la compétition et même peut-être avant la finale. Si on ne le voit pas, je préfère vous poser la question ce soir. Sur le pronostic, vous voyez le Cameroun champion d'Afrique au soir du 6 février? Je vois le Cameroun champion d'Afrique. J'aimerais bien l'Égypte et l'Algérie, moi, la préférence, j'aimerais bien avoir un Cameroun-Côte d'Ivoire en finale. Je ne sais pas comment ça se fera, mais avec une victoire
camerounaise. D'accord. Donc, ce sont pour moi les deux nations qui pourraient faire l'affaire. Qui pourraient faire l'affaire. Il y a l'Égypte également, qui est une très très forte nation de football. Je pense qu'elle ira très loin également. Alors, Ben Modo, je veux dire, l'organisation de cette CAN a fait, dans son ensemble jusqu'à présent, une part belle à la rubrique faits divers. Oui. Notamment la construction des infrastructures. Oui. On parlait de tax force tout à l'heure. Il y en a eu au départ, c'était à la primature, ensuite c'est revenu à la présidence de la République. On parle de beaucoup d'un argent fou qui aurait circulé. Certains parlent de 2000 milliards, d'autres parlent de 3000 milliards, j'imagine même pas. Bon, mais ces 2000 milliards, ils sont allés où? On parle davantage aussi, et là, votre question rejoint finalement la mienne. Non, mais ce que je veux dire en posant cette question, c'est que les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord. La CAN n'a jamais coûté au Cameroun 2000 milliards. Elle aurait coûté combien? Donc, si, faites les totaux. Vous avez à Yaoundé environ 200 milliards. À Garoua, vous avez environ 50-60 milliards. À Douala, vous avez autour de 180-160 milliards. Bon, mais voilà. On avoisinerait les 1000 milliards. Non. Je ne pense même pas qu'on serait au-delà de 500 milliards lorsque vous faites les totaux. Parce que si vous voulez trouver le coût de la CAN, vous additionnez simplement les contrats des infrastructures. Puisque c'est cela le coût de la CAN. Et lorsque vous avez fait ce total, vous vous retrouvez avec un total qui tournerait autour de 400 à 450 milliards, ce qui, de mon point de vue, est totalement raisonnable. Je ne sais pas qui a dit ce mot de 2000 milliards. Vous savez, il y a des choses comme ça dont les gens parlent. Parfois... Vous qui êtes au cœur de... Vous demandez, mais ces gens-là, ils ont pris l'autre chose quand même qui a également suscité la polémique, c'est cette bataille autour des marchés. Pour pouvoir les avoir d'ailleurs. On a pu voir à un moment donné, vous, en tant qu'entreprise, cette bataille au niveau du ministère des Sports qui, plus d'une fois, est revenue sur votre contrat, au niveau du ministère des Marchés publics, à la présidence de la République. D'ailleurs, à un moment, on vous a dit peut-être proche de certaines autorités. À tort. À tort. Je ne sais pas. Mais moi je vous le dis, à tort. Vous savez, il est établi que, comme je notais tout à l'heure, que beaucoup ne souhaitaient pas nous avoir là. Beaucoup ne... c'est un peu comme si on avait pris la place de quelqu'un d'autre et qu'on était là. Mais bon, nous, on ne se pose pas ces questions. Nous sommes venus, nous avons fait une offre. Cette offre, en ce qui concerne Prime Potomac, a été faite clairement. Nous avons assisté à toutes nos négociations en compagnie des autorités de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Donc, ce que je vous dis, je vous le dis haut et fort, je vous le dis en télévision. Et il y a une ambassade des États-Unis à Yaoundé, vous pouvez vérifier cette information. Donc, lorsque les gens parlent de certaines choses, nous, on se demande de quoi ces gens parlent. Il y a des gens, on nous a dit... Et vous savez que ceux, vous disiez tout à l'heure que vous ne les connaissez pas, mais encore moins évidemment. Encore, les chiffres, je ne peux pas non plus les confirmer ou les infirmer, mais je prenez les chiffres que je vous ai donnés. J'ai lu aussi la presse. Vous savez, ceux qui avancent les chiffres de 2000, 3000 milliards parlent de détournement, parlent de surfacturation. Vous n'êtes pas concerné par tout cela? Non, nous ne sommes pas concernés par cela et je doute que d'autres soient concernés par cela. Parce que lorsqu'on vous parle de 2000 milliards, on parle de quel projet? On parle de quel projet? Puisque Olembe, son montant est connu, publié. Diapoma, le montant est connu. Et là, c'est des avenants un peu partout. Hein. Oui, je parle des montants, y compris 130 milliards au départ. Les avenants. C'est pour ça que je vous disais qu'on était autour de 200 avec les avenants qui avaient été faits. Donc, il faut que
l'opinion publique nationale, internationale se rende à l'évidence que il n'y a pas que des idiots au Cameroun. Parce que lorsque je veux dire, dites... en même temps, on ne peut pas non plus croire que... Je vous mets dans le cadre des organisateurs. Oui. Vous, les organisateurs, vous laissez le choix à l'opinion publique. Quand on regarde ce qui se passe entre les entreprises, au départ Pitini, et ensuite McGill, on voit qu'il y a des entreprises, quand je regarde l'entrée est de la ville de Douala, une entreprise chinoise qui commence la route, et puis du jour au lendemain, le ministre qui débarque, qui dit non, vous n'avez pas l'expertise, vous arrêtez tout cela, et puis la route aujourd'hui n'est pas faite, et ainsi de suite. On ne peut pas non plus donner l'impression à l'opinion que le regard qu'elle se fait de ce tâtonnement, de ce soupçon de détournement, est injuste. Vous savez, la réalité est que, montrez-moi un seul pays africain qui a déjà eu l'opportunité d'engager le type de projet, le nombre de projets, le type d'investissement en une seule fois. Il n'y a pas une seule nation en Afrique qui a déjà eu à le faire. C'est donc normal, lorsque vous êtes le pionnier, lorsque vous êtes le premier, c'est normal que de temps en temps, il y ait quelques tâtonnements. Le Cameroun est le premier pays en Afrique à avoir engagé en une seule fois, au même moment, ce type d'investissements colossaux qui sont en train d'être faits. Donc, il faut comprendre le contexte. Lorsque vous êtes le premier à faire quelque chose, évidemment que vous êtes en train de créer un chemin. Vous ne savez pas toujours où vous allez. Vous avez une idée de là où vous allez, mais vous ne savez pas toujours exactement où vous allez. Donc, il faut déjà noter cela. Et je pense que les autres pays qui viendront après le Cameroun s'inspireront du modèle camerounais pour faire mieux. Donc, le Cameroun aura servi comme modèle, sert encore comme modèle. Il ne faut pas que les Camerounais pensent qu'il y a des choses extraordinaires. Des choses bizarres. Les Camerounais doivent donner un chèque en blanc à la taxe force, à toutes les taxes forces. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que le Cameroun fait quelque chose qu'aucun pays africain au sud du Sahara n'a fait. Donc, c'est évident que les gens s'interrogent de certaines choses. C'est normal quand vous êtes le premier à faire quelque chose. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a été fait. Si vous êtes dans une famille et vous êtes le premier à aller à l'université, par exemple, vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dire voilà, j'y étais. Et voici comment ça se passe là-bas. Vous êtes le premier. Donc, vous créez ce chemin-là et vous y allez avec les moyens que vous avez. Et puis, on ne va pas en guerre avec l'armée dont on rêve. On va en guerre avec l'armée qu'on a. Le Cameroun est en guerre avec l'armée qu'il a. Et il se trouve, à l'heure du bilan, que cette armée a été très, très effective dans la construction de ces infrastructures. Il y a eu des tâtonnements ici et là, c'est vrai, mais il n'y avait pas un autre moyen de le faire. D'accord. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. On va peut-être prendre successivement les deux reportages, pas forcément sportifs, qu'on avait préparés pour cette émission. D'abord, vous le savez très certainement, il y a eu une cérémonie gouvernementale en mémoire aux jeunes dames et enseignantes qui ont été assassinées il y a quelques semaines déjà à Ikondo Titi dans la région du Sud-Ouest. Pour cela, la ministre Nalova Yonga est allée représenter, ou du moins y est allée au nom du gouvernement, présider une cérémonie dans ce sens. Reportage. The 5 victims who lost their lives in the Ikondo Titi bomb blast on November 24, 2021 have begun their final journey to eternity today, December 23, 2021, in Limbe. This in a ceremony presided over by the Minister of Secondary Education, Pauline Nalovalyunga Egbe. In the course of this event, state honors were given to the victims, while the education family
took turns in paying homage and last respect to the victims. It does not deserve the name of Cameroon. It is not Cameroon. It's not representative. Ladies and gentlemen, who can tell us enough? We need to be told this over and over and over again. As the divisional representative for education said, this woman has suffered enough. But again, it's part of our behavior, where you think that for you to have a position, for you to become a principal, for you to be moved from one place to the other, you have to give 1 million so that you can be moved. So you don't know that simply come and knock on Aluma's door and you're going to have what you want to have. Had she known that, she would have been moved before she met this fate. But everybody was waiting, perhaps to give it to the wrong person. The person who says, give me 500,000, give me that. Nalova does not take money. All those who have been moved now, go and ask them whether they gave me 1 franc. I ever worked with before being appointed divisional delegate. She was one of those teachers who will always encourage a principal because she will always be there on time. She will never use any excuse not to be present. This event that witnessed the presence of the administrative authorities of the region and the education family was an occasion for the minister to appreciate the authorities for giving them the time to grieve for their loss, and also an opportunity to call on teachers who have abandoned their job post to return to school or face the stage hammer of the law. Évidemment, célébration de la fête de la Nativité, la naissance du Christ à travers le monde. Les chrétiens l'ont grandement célébré. Ici à Douala, nous sommes intéressés à une activité assez singulière, les mototaximen. Comment ont-ils envisagé avant la célébration de cette fête passer la Noël? Suivez ce reportage. Le visuel de leur moto contraste avec l'air de Noël qui commence à se répandre dans la ville de Douala. Les conducteurs de moto, qui ne ratent habituellement aucune occasion pour mettre leur engin à 2 roues au diapason de l'actualité, comme c'est souvent le cas pendant les fêtes ou pendant les compétitions sportives, semblent cette fois à milieu de l'ambiance actuelle. On ne va même pas trouver de quoi manger. Tu vas aller encore dépenser pour acheter des trucs comme ça. C'est mauvais. C'est peut-être à la dernière minute que certains vont mettre les guirlandes, comme vous dites, avec des klaxons. Et pour cause, plusieurs heures à des carrefours en plein centre-ville, à attendre des clients qui se font désirer. L'unique option restante est d'échanger entre eux. Le temps est devenu trop dur. Même déjà, il n'y a même pas assez de clients. On reste là, on attend. Personne ne vient. Ça fait peut-être 1 heure du temps. Ça fait 1 heure du temps. Il n'y a pas de clients. Nous sommes en crise. Il n'y a pas d'argent. Les clients pleurent. Nous-mêmes aussi, nous pleurons. Et quand vient enfin un passager, 2 options s'offrent à eux. Soit souffrir le martyre dans les embouteillages, soit alors contourner toute la ville pour les éviter. Dans l'un ou l'autre cas, c'est la consommation en carburant qui en pâtit. Si je vais dans un point où il y a plus d'embouteillages, je vais essayer d'augmenter plus 50 ou plus 100 fois. C'est comme ça, je vais essayer d'augmenter un peu plus. Parce que c'est que je vais mettre plus de temps et je vais consommer plus de carburant. Comment donc partager la gaieté de Noël dans ces conditions où, disent-ils, on peine à ramener suffisamment d'argent à la maison, quand dans le même temps, les épouses et compagnes se plaignent de la cherté des vivres dans les marchés. C'est dur, hein? Je ne m'en sors même pas pour le moment. Je ne sais pas comment il va commencer pour dire que je ne me prépare pour la fête. Nos femmes, elles plaisent toujours que leur panier est toujours vide. Par exemple, comme je dis, les oignons de 200, 3 oignons à 200 francs, tout petit comme ça. Donc nous, on ne sait pas comment on va faire. Nos amis conducteurs entendent donc travailler jusqu'à la dernière seconde afin d'économiser, ce qui leur permettra de passer d'agréables moments avec leur famille. Mais le 24, il y a souvent plus d'activités parce que c'est le dernier jour quand même. Donc il y a souvent plus de mouvements le 24 que le 25 d'ailleurs. Oui. Dans le 24, je peux travailler. Je compte travailler le 24. Le 25, je me repose avec ma petite famille. On espère pour ceux-là, évidemment, que le 25 décembre a été une fête agréable en famille.
moins de pression peut-être. Alors Ben Modo, nous arrivons pratiquement au terme de cette autre émission. On peut retenir que vous avez été certainement parmi ceux qui ont été retenus pour la construction des infrastructures le moins 10 ans, même si le résultat est un peu mitigé. Hein. Bon, mais pour nous, c'est une satisfaction totale. Il est clair qu'on aurait voulu que tout soit prêt aujourd'hui, mais bon, on fait avec ce qui est là, mais il y a beaucoup de satisfaction, beaucoup de satisfaction. Il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que s'il fallait reprendre, vous alliez les refaire? En une fraction de seconde, ma réponse est définitivement oui. Je le referai. Qu'est-ce qui fonde cette motivation? Vous savez, j'ai appris à comprendre. Lorsque je viens au Cameroun, je suis parti depuis plus de 20 ans. Et lorsque vous êtes parti depuis aussi longtemps, il y a des choses que ça vous prend un peu de temps pour comprendre. Il y a des situations que j'aurais pu gérer si elles devaient se présenter aujourd'hui. Je suis certain que je les gérerais autrement et beaucoup mieux. Donc, je dis que j'ai beaucoup appris au Cameroun et que je continuerai à apprendre au Cameroun parce que nous sommes au Cameroun pour rester. D'accord. Et que ceux qui pensent que... Vous définissez comme la diaspora, je ne vais pas dire favorable, mais le mot m'échappe un peu, comme la diaspora positive? Bon, si c'est le mot, bon, nous sommes contents de faire partie de cette diaspora-là, qui est là pour construire l'Afrique, construire un continent un peu plus fort, beaucoup plus robuste que ce qu'il est maintenant. Merci infiniment à vous, à nouveau, merci de Ben nous avoir. Modo, d'être revenu ce soir pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur ce volet pas toujours connu, la construction des infrastructures sportives et surtout ces non-dits, ces chiffres souvent exponentiellement déclarés, même si on n'en a pas toujours les contours. Bon retour sur Garo et bon courage et bonne canne aussi. Merci beaucoup. À vous également, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu ce dimanche. L'occasion s'y prête. Je vous souhaite à nouveau des excellentes fêtes de fin d'année et d'avance. Bonne année 2022. Bonsoir.